Je suis en retard. Bonjour. Bonjour, messieurs. Ah, bonjour, monsieur Bérard. Vous allez bien? Comment ça va? Ça va très bien, merci, mais je ne pourrai pas aller suite à votre projet parce que je veux partir pour une terre lointaine, travailler en Tunisie, vous connaissez? Voilà, je suis le trou. Évidemment, à cette époque-là, quand on m'a dit on m'a proposé de faire un film avec Sautet, d'être assistant de Sautet, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas, ou pratiquement pas. Sautet était très peu connu. Ces deux premiers films n'ont pas eu un succès public énorme. Ils ont eu un certain succès auprès de la critique. C'était des films qui étaient très, disons, inspirés des polars, thrillers noirs du cinéma américain. Très dans cette ambiance-là. Très curieux d'ailleurs, puisque Sautet après est devenu une espèce de label du français, quoi, du cinéma français. Il a commencé par faire deux films qui étaient vraiment, qui louchaient vraiment du côté des Américains, qui est d'ailleurs très intéressant. Hein. Quand on les revoit aujourd'hui, c'est des films que je trouve très réussis, mais rien à voir avec l'univers de Sautet qu'on a connu après. Ça faisait 15 ou 16 ans qu'il était scénariste nègre et qu'il avait arrêté depuis, pas que la sourisque, mais l'arme à gauche. Il avait décidé d'arrêter de faire du cinéma. Parce que je pense que sur l'arme à gauche, ça s'était très mal passé. C'était pas un très bon souvenir, quoi. Non, ça avait été très difficile. Très difficile avec des mésententes, enfin des choses. Donc Claude était un petit peu dégoûté. Il avait décrété qu'il ne ferait plus de cinéma. Jusqu'au jour où Jean-Loup Dabadi a déposé chez lui un scénario. Et mon cher ami Paul Guimard, auteur du livre Les choses de la vie, m'avait dit « Le livre, il est refusé par tous les producteurs, personne n'en veut pour le cinéma, parce que les gens disent cette histoire d'un type qui se casse la figure en voiture, ça va démoraliser tout le monde, et puis qu'il y a des problèmes avec sa femme et son amoureuse, sa maîtresse, ça va barber tout le monde, ça ne représente ni le présent, ni le passé, ni l'avenir. » Hop, l'affaire des choses de la vie au cinéma était réglée comme ça. Et puis, de temps en temps, avec Paul, on se disait, voilà, quel genre d'histoire ça pourrait donner, ce film. Puisque c'est refusé par tout le monde, ben faisons ça pour nous, puis on le mettra sur l'étagère. Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. J'ai vu le moment où ça y était. Surtout que quand il a freiné, il roulait au moins à 100, hein. On l'a pas touché? Non, il était comme ça. Et puis finalement, je prends, si j'ose dire, l'histoire à mon compte d'écrivain. Paul Guimard me fait toute confiance. Il est mort? Non, il est évanoui. J'écris un premier scénario, des choses de la vie. Et mes agents de l'époque commencent à le proposer à des metteurs en scène de cinéma qui m'envoient tous jouer. La même chose, bon, ça n'intéressera personne, etc. Bon. Il y a même un metteur en scène, un grand, magnifique metteur en scène, franco-allemand, enfin, bon, qui a dit à cet agent, qui était le mien, qui était le sien aussi, quand je l'ai reçu, j'ai lu trois pages et je l'ai envoyé directement à la corbeille. Ça m'a mis en jambe, ça nous apprend que on est peu de choses et que notre caquet n'est jamais assez rabaissé. Et démoralisé, j'appelle Claude, que j'avais rencontré comme ça. Moi, j'avais fait très peu de cinéma, j'étais journaliste, j'avais commencé à écrire pour le théâtre, j'avais commencé à écrire des chansons pour Reggiani. Alors, on s'était rencontrés. Et je l'appelle chez lui, avenue des Gobelins, je lui dis « Claude, je connais personne dans le cinéma, ou presque personne, toi tu connais tout le monde, conseille-moi, à qui dois-je envoyer mon scénario des choses de la vie d'après le livre de Paul Guimard ?» Et il me dit, bah écoute, tu veux me le déposer chez moi, avenue des Gobelins, je le lirai pendant le week-end, c'était un vendredi.
Je vais chez lui, à ce moment-là, il n'y avait pas de code. Puis il n'était pas là, ni sa femme. Alors je laisse mon écrit sous le paillasson. Et puis c'est sa femme qui le trouve le samedi soir et qui le lit. Graziella, une personne absolument délicieuse. Et Graziella dit à Claude, Jean-Loup a laissé ce texte, il faut que tu le lises. Et le lundi matin, coup de téléphone de Claude qui me dit, mon Jean-Loup, mon coco, comme il disait, comme toujours, mon coco, voilà. Eh bien, je vais refaire du cinéma. Le conseil que je te donne, je le prends pour moi. Je voudrais mettre en scène ce film. Ah ben, ce qui l'intéressait, je pense que d'abord c'était de ne plus faire un film policier, parce qu'il n'a plus fait de film policier, et puis le problème entre les trois personnages, plus l'accident de voiture, qui lui semblait quelque chose d'extraordinaire à tourner. Je me suis dit, ça serait beau au cinéma, et ça, je sais que c'est ce qui a plu à Claude tout de suite, quand il a lu mon premier texte, mon premier scénario, ça serait beau de faire venir dans le cours du récit, alors qu'on se sent bien avec nos personnages, que tout d'un coup... Tu lui as pas parlé? L'accident qui arrive dans le film avant qu'il arrive dans la vie des personnages. Alors ça a beaucoup plu à Claude, je pense que c'est ça qui lui a plu beaucoup au départ. Puis après, il y a eu tout le reste, les personnages tels que nous, Claude et moi, nous avons toujours aimé les raconter, c'est-à-dire les gens tels qu'ils sont. Et les faire parler tels qu'ils parlent. À faire des personnages qui soient crédibles, plus crédibles enfin. Des personnages de la vie, c'est idiot à dire, qui ne sont pas destinés à avoir une part dans une tragédie ou autre chose, évidemment, à l'origine. Tout d'un coup, il me vient ce qui m'était jamais venu à l'esprit, c'est que le titre de ce film sur lequel nous sommes en train de parler et de réfléchir a éclairé probablement toute la suite de son œuvre. Il a souvent parlé des choses de la vie des gens, des choses qui arrivaient dans la vie des gens. Effectivement, le fait de se remaquiller, il y a ça dans Mado, après l'amour, effectivement, elle se recoiffe, elle brosse ses cheveux, des choses qu'on fait dans le quotidien, qui ne sont pas seulement les moments essentiels du dialogue, du conflit entre deux personnages, mais aussi comment ils se recoiffent, comment ils se grattent. Ça fait complètement partie de la vie. Il était très sensible à ça. Tu connais le Pacherinck? Non? Ah, alors mon grand, imagine-toi un champ de boutons d'or. On passerait une rivière, le mois d'avril. Tu bois le mois d'avril. Ça n'empêche pas, la preuve, avec des mots de tous les jours, il faut évidemment se donner le mal de les écrire d'une certaine façon. C'est compliqué de faire simple, c'est long de faire court. C'est difficile de faire facile, apparemment, puisqu'il n'y a rien de facile dans l'écriture. Mais Claude a toujours aimé, dans nos films d'après également, a toujours aimé que l'écriture procède d'une espèce de naturel, on peut dire d'humanité. Y'en a pas qui ira chercher un extincteur? Il arrive l'extincteur, c'est pas la peine de crier. Parce que ça se faisait pas beaucoup à l'époque tout de même, hein. C'était toujours, les personnages des scénarios étaient toujours un peu fabriqués, évidemment. Les accessoiristes et les costumières ont toujours tendance, les costumières, à prendre des costumes d'une maison de couture. D'abord parce qu'en général, on leur prête et dans leur budget, ça leur coûte moins cher. Et toutes sortes de choses comme ça où ils me disaient, mais va voir, avant que je vienne m'énerver, va voir, pour que ça soit les choses de la vie. Et pas le cinéma. Ça a toujours été ça, son idée. Et on le retrouve dans toutes les petites choses. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je change de trimestre, j'adore ça. Eh ben, un accessoiriste ne vous amènera jamais un bol comme ça, un bol tout bête, comme tout le monde avait à l'époque chez soi. On vous amène des belles petites tasses, voyez, ou des bols d'un beau service. Alors que non, Claude dit, mais le matin, quand on prend son petit déjeuner, on prend avec le bol tout bête. Alors c'était toutes des choses que je savais. Et la veille et tout ça, je veillais pour éviter les crises. Si, je vous ai dit, j'ai fait une couverture. Et il me disait, t'es sur le tournage, tu prends ton crochet, tu fais ta couverture, tu t'occupes pas de ce qui se passe. Mais dans tous les films de Claude, il y a toujours des choses qu'il prend autour de lui. Des détails, des phrases, des... Tu sais, moi, on a des amis communs
une femme qui était un petit peu snob, enfin un petit peu, en plus, un petit peu. Mais il y a des phrases qui sont les phrases qu'elle dit, elle dans la vie, qu'elle disait elle dans la vie, et qu'elle ne... Et en plus, quand cette personne voyait les films, elle disait, c'est quand même ridicule ce qu'elle peut dire, cette actrice, enfin ce personnage, c'est exactement les choses. Il y a des phrases mot pour mot. D'autres me disent, t'as entendu ce qu'elle a dit? Tu le notes. Oui, il notait. Mais les personnes ne se reconnaissent jamais. Tout ça, il prenait beaucoup de choses dans la... Il regardait beaucoup, il écoutait beaucoup. Et moi, je sais que de temps en temps, il m'a piqué 2-3 trucs aussi, ça, je dois dire. Mais enfin, il prenait beaucoup sur les gens autour de lui, les gens qui l'entendaient dans les bistrots. Enfin, si tu ne peux pas, ça n'a aucune importance, je me débrouillerai autrement. Il faut combien? Alors ça, c'est autobiographique. Je crois que c'est le père de Claude qui est revenu un petit peu dans ce personnage-là. Ça, il l'a dit, je crois, enfin. Il me l'a dit à moi, en tout cas. Je vais tout lui dire à Jeanne. Et lui dire quoi? Je t'ai vu? Lundi. Avec Madame Fantin. Moi? C'est ce personnage un petit peu flottant, comme ça, pas très... Un vieux beau, quoi. Quand Pierre était petit. Quand j'étais petit, t'étais pas là. Son père les a laissés tomber. La maman avec les 4 gosses. Et puis après, à un moment, quand le père n'a plus été très bien, il est revenu un peu, mais c'était très difficile parce que sa maman a eu une vie très très difficile pour les élever. Hein. Parce que quand même, élever 3 garçons et une fille, c'est pas évident quand il faut faire des ménages, quand il faut faire, etc. Elle avait pris un petit restaurant à un moment et tout, donc il était très très attaché à sa mère, ça c'est sûr, et à sa grand-mère. C'est grâce à sa grand-mère qu'il a fait du cinéma. Parce que sa grand-mère l'emmenait au cinéma tout le temps. À la place, elle lui faisait ses devoirs pour qu'il ait le temps pour aller au cinéma. Ces rapports, dans sa vie privée, un rapport, mais considérable avec l'œuvre de Sauté. L'œuvre de Sauté est considérablement liée à sa vie privée. Oui, je pense que finalement, en fin de compte, sur les choses de la vie et puis sur les autres films qu'il a tournés ensuite, il parlait d'un milieu qu'il connaissait bien et donc de problèmes qu'il avait rencontrés, tant amoureux que professionnel, on pourrait dire. Effectivement, voilà, il était plus sans doute dans son élément, plus sincère certainement aussi, puisque faire un film de genre, c'est loucher malgré tout du côté des maîtres qui en ont déjà fait. Donc là, en l'occurrence, il avait une forme de sincérité dans ses réalisations qui était due à... Il parlait de ce qu'il connaissait, je pense. Je suis fatiguée, Pierre. Fatiguée de t'aimer. Moi aussi, je suis fatigué. S'expliquer, parler. Faut s'arrêter. S'arrêter. Ça lui ressemblait beaucoup. Je pense que Léa Massari, Romy Schneider, ressemblait beaucoup au couple ou au trio Claude, Graziella et sa maîtresse X ou Y qu'il avait à l'époque, que je connais, qui existe toujours et qui est une femme très bien. Donc je pense que les problèmes, dans l'histoire, les problèmes de Piccoli entre 2 femmes, c'est certainement quelque chose qui le touchait. Mariage. Lui, il a toujours eu la même femme, mais je ne dis pas qu'il a toujours été fidèle. C'est autre chose. Mais je crois que tout le monde est pareil dans la vie. Moi, je sais qu'il adorait sa femme, Graziella, mais il me disait, quand on était des fois ensemble ou même avec elle, il disait « Écoute, tous les jours à midi, j'ai envie de divorcer, et le lendemain, ça recommence, mais entre-temps, je continue à l'adorer. » Mais ils avaient tous les deux un caractère assez... Lui, pas facile à vivre, elle non plus. Donc ça faisait des étincelles. Mais c'est comme ça le grand amour. Hein, c'est pas le truc tout plat. Claude a dit un jour une chose fondamentale, très simple, mais je dirais fondamentale pour
tout ce que nous avons fait, il me disait « Écris-moi ce que tu veux, mais je ne peux filmer que ce que je connais. » Seulement, un homme de la trempe de Claude, il connaît beaucoup de gens, beaucoup de sentiments. Il a versé beaucoup de larmes, il en a fait verser beaucoup. Il a provoqué beaucoup de rires, il a beaucoup d'amis. Donc, avec tout ça, c'est ce terreau dont je vous parlais tout à l'heure. Il a de quoi faire beaucoup de films, beaucoup de scénarios, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça soit autobiographique. Ça, vous savez, c'est délicieux d'ailleurs, comment des années après, quelquefois des siècles après, on raconte, on essaie. Moi, j'ai tellement fréquenté la Sorbonne que j'ai joué à ça, quelquefois bien malgré moi. C'est parce que c'était les professeurs qui nous y obligeaient. Ah, quand il a écrit cela, Baudelaire venait de rencontrer un personnage un petit peu androgyne, qui fait que le mot que vous trouvez là, au bout du vers, provient du fait que, ayant rencontré... Peut-être. C'est au studio de Billancourt qu'il a croisé cette comédienne, cette jeune femme, toute souriante, toute gaie, toute... je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé hein, entre eux. Mais je crois qu'il a été un peu obligé de l'imposer, parce qu'à l'époque, elle n'était pas grand-chose. Hein. Elle n'était pas bankable. Je vous assure qu'avant d'arriver à Romy, notamment, on a eu des refus d'actrices célèbres. Et au départ, Romy, la production avait des doutes. Sauf que Claude avait vu les rushs de la piscine qui allaient sortir au moment où on était en train de travailler et où elle était déjà sublime. Mais enfin, ça n'a pas été l'actrice qui s'est imposée tout de suite, contrairement à nos autres films après, évidemment. Et pour Michel Piccoli, la même chose. Il y a eu vraiment un coup de foudre professionnel, aussi bien avec l'un qu'avec l'autre. Les trois, d'ailleurs. Très vite, ça très vite marché très bien entre eux, quoi. Très vite, ils sont très bien entendus. Et ils sont beaucoup appréciés. Donc voilà, il y avait un vrai... voilà, il avait trouvé des comédiens qui correspondaient à... Il faisait partie de sa famille, quoi. Et après, elle est tombée folle amoureuse de lui. Donc, elle ne le lâchait plus. Et de temps en temps, il me disait, tu te charges de Romy. Romy, il fallait toujours que Claude ne regarde qu'elle, que Claude ne s'occupe que d'elle. Et comme lui, il disait, il n'y a pas qu'elle dans la vie, il n'y a pas qu'elle dans le film. Par moment, il me disait, écoute, tu te charges de Romy. Et alors, elle, c'était des messages sans arrêt. Romy, c'est des petits bouts de papier, des petites phrases. Claude en avait des cartons, des petites phrases. Moi, j'en avais quelques-unes. Tu veux bien dire à Claude que j'existe? C'est pas ça qu'elle disait, mais enfin, qu'il faut qu'il s'occupe de ci, qu'il faut que ça. Quand où elle me disait, écoute, non, je veux voir Claude. Je dis, mais non, tu vois bien que Claude est occupé. Et il m'a dit, ah bon, mais c'était un manque. Si Claude ne s'occupait pas d'elle, si ça n'allait pas, moi je l'ai vu aussi fondre en larmes, pleurer. Je suis nulle, je suis bonne à rien, j'y arriverai jamais. Claude ne me dit pas la vérité. Et voilà, c'était... avec Romy, d'ailleurs, tout était un peu passionnel. Hein. On avait chacun notre tour. Elle vous prenait dans ses bras, et puis bon, le lendemain, elle ne faisait pas attention. Enfin, c'était un peu comme ça, elle était comme ça. Effectivement, mais comme pas mal d'acteurs. Tu n'as rien à me dire? Non. Très bien. Tu m'appelleras? Bien sûr. Les acteurs sont des gens hyper fragiles, ou ne sont pas des acteurs. Hein. Moi, je dis les acteurs, en fait, souvent, ce sont de grands enfants pour moi, pour beaucoup, qui ont besoin qu'on les soutienne tout le temps. Piccoli, pas vraiment, mais enfin, les filles surtout, Michel, tout le temps les soutenir, leur donner le moral, leur dire que non, mais que c'est bien, que, etc., ou qu'il faut faire comme ça, ou que sinon... Ah oui.
choses de la vie, on a commencé évidemment par chercher le carrefour. Ça, alors là. Le carrefour qu'on n'a jamais trouvé d'ailleurs. Jamais trouvé parce qu'il fallait d'une part un carrefour où, premier point, qu'on ait l'autorisation de couper pendant 3 semaines minimum, 3 semaines de tournage. Donc déjà, ça c'était un point très particulier. Et puis avoir un carrefour avec à la fois l'ornière et puis les pommiers, tout ça, et avec la possibilité de suffisamment de recul pour pouvoir filmer sans être gêné par des bosquets ou des arbres, tout ça faisait que c'était assez compliqué et qu'on a finalement aménagé un carrefour qui n'en était pas un, puisque on a transformé un chemin de terre sur 150-200 mètres qu'on a goudronné, quoi, pour faire croire que c'était une route, alors qu'en fait c'était un chemin de terre, de là d'où venait la bétaillère. Et puis on a amené les pommiers, il n'y avait pas de pommiers. Donc on avait amené les arbres, on les avait plantés. Enfin les accessoiristes, les décorateurs avaient planté les arbres. Mais le problème, c'est que ces arbres qui étaient plantés, on tournait au mois de juin, juillet, eh bien les feuilles commençaient à se faner. Et tous les matins, on passait avec des bombes de peinture pour redonner de la couleur. Et ça, c'est aussi une chose de Claude. Il adorait ça. Il était très manuel. Donc, il adorait le matin aller remettre de la couleur aux feuilles, d'aller cueillir de nouveau tout ça, ramasser les coquelicots. On ne savait plus où en trouver des coquelicots. Il n'y en avait pas tellement dans les champs des coquelicots. Eh bien, il fallait aller chercher des coquelicots. Le matin, en arrivant, allez, aux coquelicots. Et à un moment, on ne savait plus où aller trouver les coquelicots. On a commencé par l'accident en juin 69 qui a été tourné près de Thoiry pendant des semaines et des semaines avec une méticulosité extraordinaire. Parce que moi j'étais peu habitué à faire des photos de films puisque c'était mon 2e film et que par la suite je ne vais plus en faire énormément. Et quand j'ai lu le scénario, j'ai été absolument médusé parce que je voyais la voiture se retourne, tout d'un coup l'écharpe qu'Hélène, le personnage joué par Ami Schneider, avait oublié sur la tablette du tableau de bord, s'enroule comme une volute de fumée autour du volant, les cigarettes tombent en pluie, et je me dis, enfin, dans le roman on peut dire ce qu'on veut, mais les cigarettes tomberont comme elles voudront, et l'écharpe s'enroulera comme une volute ou pas, selon ce qui se passera. Eh bien, tout ce qui était écrit a été tourné. Et là, j'ai découvert la magie, le magnifique mensonge du cinéma, car effectivement, il y avait pour que l'écharpe de mousseline bleue tourne comme ça, il y avait deux machinistes avec des petits filins qui faisaient tourner l'écharpe en rond-plan exactement comme le metteur en scène voulait. Et là, j'ai découvert vraiment ce qu'était la magie du cinéma. Mais alors, il dérape en crabe quoi. Bam, il m'a accroché par derrière. Alors là, après... Bon, après, c'est simple, tête à queue, il vient rebondir sur moi, et puis le machin, le fossé. Et 2 roues dedans. Il avait beau essayer, rien à faire. Alors hop, tonneau, la glissade, et le pommier, quoi. Moi, j'ai même pas vu qu'il en était sorti. On n'a jamais vu, pendant le tournage, l'accident d'un bout à l'autre. Hein. Jamais, 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 jamais. Ça, c'est vraiment des montages, puisque l'accident s'est tourné partie après partie, quoi. D'abord, la voiture dans l'ornière, puis les plans avec lui dans l'ornière, puis ensuite, enfin, la voiture qui en ressort, le tonneau, etc. Enfin, tout ça a été tourné petit à petit. Jamais, jamais, il y a eu un plan, une scène où de l'accident d'un bout à l'autre. Jamais, ça. C'est impossible, ça. C'est impossible. Le fait même qu'il soit déjà dans une ornière,
Je veux dire, a priori, il devrait s'arrêter, quoi. Alors que là, je ne sais plus exactement, mais je sais qu'il repart, il en ressort, il fait le tonneau, enfin voilà. Moi, j'y étais allée en voiture, pour passer la journée pour voir le tournage, et il y avait pas mal de spectateurs, parce que on s'attendait un peu à quelque chose d'impressionnant. Et il y avait un cascadeur qu'on a peu revu après, d'ailleurs, je crois, Gérard Streff, qui était un très bel homme, jeune, très beau. Et on savait que, bon, ce qui se passait, ce qui devait se passer, c'était un peu impressionnant. La voiture devait donc, cet Alfa Romeo magnifique, devait donc prendre son élan avec Gérard Streff à l'intérieur et faire un tonneau et se retrouver sur ses 4 roues dans le champ. Mais l'Alfa Romeo, ça, mon souvenir, c'est ça. On était là, on attendait, tout le monde était un peu tendu, tout de même, il y avait beaucoup de monde, une grosse équipe, puis des curieux. Et la voiture ne faisait pas ne tournait pas, ne décollait pas. Elle était tellement bien faite au point de vue suspension et tout. C'était des voitures magnifiques qui allaient très vite et qui tenaient la route. Alors il avait fallu construire une sorte de tremplin pour qu'ils puissent vraiment s'annoncer. Alors 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça ne marchait pas. Ils ne pouvaient pas. Alors tout le monde devenait de plus en plus nerveux, et puis tout d'un coup, il y a eu cette chose magnifique qu'on a vue. Et là, alors, la voiture est retombée effectivement sur ses 4 roues, et il y a eu un grand silence. Pas de bruit, et quelques secondes peut-être, je ne sais pas. Très très impressionnant. On s'est dit, il est mort. Et puis pas du tout, il est sorti de la voiture, parce qu'il était très bien, naturellement, équipé. Et il avait réussi son coup, Gérard. Bon, c'était magnifique. Alors là, nous avions je ne sais pas combien de caméras. Je crois 10 à 12 caméras, je ne sais plus exactement, pendant 3 semaines, dont 6 à 7 ou 8 en 16 mm. Donc c'était hyper couvert, quoi. Il y avait un problème technique assez stupide, c'était l'été 69, et l'été, il y avait beaucoup de films en tournage, surtout à l'époque, et les boîtes de location de caméras étaient un peu dépourvues. Donc, ils avaient pris celles qu'ils avaient trouvées, et puis il y avait un peu toutes les vitesses. Il y avait du 78 ou 70, il y avait du 48, il y avait la caméra de 16, enfin tout ça était un petit peu, bon, anarchique si vous voulez, pour des raisons techniques. Et par la suite, on a eu beaucoup de mal avec Claude. C'est comme, évidemment, les effets spéciaux n'existaient pratiquement pas. Il avait fallu tout ramener à une vitesse unique. Et avec Claude, on a fait ça, image par image sur la machine, en disant, Claude me disait, ben, tu vois, là, on va doubler, et ainsi de suite. Enfin, c'était un travail de Romain, si je puis dire. Non, c'était difficile à faire. Hein. Ouais, c'était quand même très difficile. Et c'est de ces scènes-là que dépendait le film. Si l'accident avait été raté, le film ne tenait plus debout. On avait, disons, arrangé l'ornière avec de la terre, quoi, pour que ça fasse comme ça, hein, comme des... donc lui, il était forcément, ben voilà, il partait du début de l'ornière à la fin, donc la caméra en face. Il n'y avait pas de risque. Hein. Il était, voilà, il était allé tout droit. Les roues faisaient ça, suivant les bottes de terre qu'on avait mises, et puis voilà, il était dedans, il n'avait aucun risque. Hein. Comme quand il est en tonneau. Hein. Là, quand il est la prise de vue où il fait son tonneau, bon, la voiture avait été cerclée comme un tonneau, déjà. Et la caméra était en face à un petit long foyer, sur travelling. Et donc la voiture était, disons, roulait par les accessoiristes et assistants qui tournaient la voiture, qui la faisaient rouler comme un tonneau. Et nous, on suivait à l'intérieur. Et alors, tous les petits éléments, les accessoires qui sont dans la voiture qu'on voit voler, étaient tous retenus par des fils de nylon quasiment invisibles, en fait, voilà, qui permettaient, comme ça, au ralenti, de les voir, de les laisser en l'air, quoi. Et si on regarde bien, il y a des choses qui sont complètement... Le tube du vol